Nous sommes le jeudi 9 novembre 2023, ici Danick Julien et votre bulletin d'information régionale Info CJSR. Cette semaine, on discute avec le maire de Portneuf, M. Mario Alain, notamment de l'église Notre-Dame des Sept Douleurs. Le SOS Accueil de Saint-Raymond a effectué un compte-rendu sur la campagne de financement permettant la construction de son nouveau bâtiment. Nous parlons avec Raymond de Gingras et Claude Duplain pour justement l'implication bénévole de Mme Gingras. Et finalement, Aubert Tremblay nous réserve un reportage sur l'activité Hymne à Portneuf. Bonne émission tout le monde. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Dans Portneuf, la semaine a débuté avec plusieurs grèves, notamment dans le système scolaire et le système de la santé, un peu partout comme ça au Québec. En ce qui concerne les écoles secondaires notamment, les cours ont débuté avant, vers 10h30 lundi matin. Le syndicat des enseignants réclame une augmentation de salaire pour pallier à l'inflation, une augmentation des congés, le respect du droit à la déconnexion, des améliorations du régime de retraite et j'en passe. Dans Portneuf, 660 enseignants et enseignantes du centre de services scolaires ont fait la grève. Les membres du système de la santé travaillant dans Portneuf étaient également en grève lundi. C'était les images que vous avez vues il y a quelques secondes. Les négociations de la Fédération interprofessionnelle de la santé représentant 80 000 travailleurs n'arrivent pas à trouver de terrain d'entente avec le gouvernement. La FIQ a d'ailleurs annoncé cette semaine 3 autres journées de grève qui vont avoir lieu du 23 au 24 novembre, en fait 2 autres journées de grève. Et aussi, le Front commun a lui aussi annoncé des journées de grève du 21 au 23 novembre prochain. La question des églises dans la région de Portneuf fait couler beaucoup d'encre et ça depuis plusieurs années. Le diocèse qui s'occupe de la gestion des églises en compagnie des différentes fabriques sur le territoire a déjà approuvé plusieurs ventes d'églises à plusieurs villes de la région. Pour la ville de Portneuf, cela s'est traduit par l'achat de l'église Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire pour poursuivre les célébrations du culte. Cependant, il y a encore 2 autres églises sur le territoire de la ville de Portneuf, dont l'église Notre-Dame des Sept Douleurs. Le bâtiment est menacé en raison d'importants travaux dispendieux qui sont nécessaires pour assurer sa survie. Un regroupement citoyen essaie depuis plusieurs années de redonner l'église à la communauté en effectuant un changement de vocation. Ce regroupement a d'ailleurs reçu un financement pour réaliser une étude de préfaisabilité ainsi que pour mettre à jour le carnet de santé de l'immeuble. Pour parler de l'église Notre-Dame des Sept Douleurs et d'autres sujets dans la ville de Portneuf, je vais aller rejoindre à l'instant le maire de Portneuf, M. Mario Alain. Monsieur Alain. Bonsoir, Danick. Bonsoir.
Merci d'être des nôtres et parler de divers sujets. On parle notamment de l'Église Notre-Dame des Sept Douleurs. Quelle est la position de la ville de Portneuf là, sur cette église-là? Disons, comme tu vous le dis tout à l'heure, ça fait quelques années qu'on en discute, qu'on a eu des approches faites avec la fabrique, la nouvelle fabrique unifiée de Bienheureuse Mère Saint-Louis. Puis avec ces gens-là, on a été sensible à leurs demandes en termes de besoins financiers. Comme je vous le mentionniez tout à l'heure, sur le territoire de la ville de Portneuf, qui est une ville fusionnée, on a 3 églises sur notre territoire. La première église, Notre-Dame des Sept Douleurs, qui est un très beau monument, et également l'église du Très-Saint-Rosaire, qui se situe dans le secteur nord de la ville. En 2018, la ville de Portneuf, suite aux approches faites avec la fabrique Bienheureuse Mère Saint-Louis, a eu à faire des choix. Des choix, c'est-à-dire que on est tous sensibles au fait que dans une municipalité, dans une communauté, toutes nos églises ont été construites et grâce à la collaboration de la population. Oui. Fait qu'en tant que conseil municipal, d'administration municipale, on trouvait déplorable de voir à abandonner ça puis à passer outre aux efforts que nos citoyens ont mis dans le passé. Ce qui veut dire qu'il y a eu en 2018 un premier carnet de santé de l'Église Notre-Dame des Sept Douleurs qui dénotait des signes de détérioration plus avancés. Et il y a l'Église Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire qui nous apparaissait plus opportune pour la ville, étant donné qu'on voulait s'investir pour les lieux cultes. Donc, de par sa durabilité dans le temps, son carnet de santé est un peu Son carnet de santé est beaucoup moins pire. Les investissements requis pour récupérer une église comme celle du Très-Saint-Rosaire sont beaucoup moindres que d'essayer de mettre à niveau l'église des Sept Douleurs. Suite à ça, le conseil municipal de la ville a fait le choix, a annoncé ses couleurs avec la fabrique Bienheureuse Mère Saint-Louis, comme de quoi qui était prêt à récupérer une église, prendre entente avec eux autres, puis maintenir un lieu culte pour l'ensemble de la population de Portneuf. C'est ce qui a été fait au fil du temps, mais je ne vous surprendrai pas en vous disant que les étapes sont longues et ardues à réaliser avant d'arriver à nos fins. On parle ici des réglementations du clergé, de l'archevêché, on parle de désacralisation, on parle de différentes normes à respecter. Donc, depuis 3 ans, on est en négociation avec l'archevêché, avec la fabrique, pour arriver à un transfert de propriété. Le hasard fait en sorte qu'on a scellé ça pas plus tard que la semaine dernière. La ville de Portneuf est maintenant propriétaire de l'église du Très-Saint-Rosaire. En ce qui concerne l'église des Sept Douleurs, cette église-là, en 2019, quand le carnet de santé a été déposé, on a eu une surprise parce qu'il y avait quand même une évaluation de l'ordre de 890 à 900 000 à faire pour strictement maintenir en bon état ou remettre en bon état le bâtiment. Donc, une rénovation de près d'1 million de dollars. Strictement, comme je dis, de près d'1 million de dollars, okay. Mais strictement pour récupérer le bâtiment. Parce que, ce qu'il faut bien s'entendre, c'est un monument, l'église Notre-Dame des Sept Douleurs. Ça fait partie du patrimoine local, puis tout ce qu'on voudra. Mais à ce moment-là, on avait une décision à prendre entre une église récupérable et une autre qui était difficile. Fait que la ville a pris comme position de choisir l'église Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Naturellement, ça ne fait pas l'affaire de toute la population. Donc, il s'est créé un mouvement, un regroupement de bénévoles qui ont décidé de tout mettre en œuvre pour essayer de trouver une vocation de sauver l'église des Sept Douleurs. À ce moment-là, ce qu'on leur a dit, la ville, c'est que tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas des coûts, des coûts réels pour remettre en état cet édifice-là, bien, nous, on ne pouvait pas. On avait déjà un investissement prévu pour l'autre église. On ne pouvait pas adopter et prendre les 2 églises. Fait que les gens ont continué leur effort. Je trouve ça plaisant parce qu'ils ont eu dernièrement, pas plus tard qu'un mois, une réponse positive de la part du patrimoine culturel et patrimoine religieux. Là. Je peux confondre les deux. C'est le Conseil du patrimoine religieux de Québec. C'est ça, qui ont accordé une subvention pour mettre à niveau ou mettre à jour le carnet de santé de l'église Notre-Dame des Sept Douleurs. Naturellement, les enjeux demeurent les mêmes, mais au moins on va avoir une idée plus juste des coûts à investir et des canaux possibles pour financer ces rénovations-là.
parce que faut pouvoir s'entendre pour une municipalité de 3300 habitants. On ne peut pas se prendre une facture au-delà du million là, pour récupérer un édifice semblable à ça, qui, on sait à la base, ne sera plus utilisé à des vocations cultes, c'est-à-dire de cérémonies quelconques. Oui. Parce que avec la fabrique Bienheureuse Mère Saint-Louis, il a été convenu que dans l'église acquise par la municipalité, qu'on leur permettait de poursuivre les cérémonies religieuses. Donc, ça crée déjà une contrainte, donc, mais... Monsieur Alain, si je comprends bien ce que vous me dites, vous avez, la ville de Portneuf, fait le choix de prendre l'église du Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Cependant, vous soutenez quand même les efforts qui sont faits là, par le regroupement citoyen. Tout à fait. On les soutient. On ne peut pas les soutenir financièrement, mais dernièrement, on a pas eu de négocier, mais plutôt on a eu l'information comme de quoi que si la ville accepte de citer cette église-là, elle devient, le groupe, l'OBNL qui s'en occupe, devient admissible à différentes autres subventions. Donc, on a fait le choix de les soutenir, d'aller de l'avant avec la citation. Ça ne coûte rien. C'est aussi un pas d'avant qui peut prendre du recul dans le futur si besoin il y avait. Mais au moins, on essaye pas de contribuer à notre façon, mais de supporter à notre façon les membres de l'OBNL, les bons bénévoles qui travaillent très fort là-dessus, sans nécessairement avoir de conclusion, mais la technique va nous amener à des réponses. Donc, voilà pour le dossier des églises en Portneuf. Il y a d'autres dossiers qui sont intéressants du côté de votre ville, M. Alain. Vous me disiez, là, avant qu'on entre en entrevue, que vous avez des changements du côté de votre administration. En fait, vous avez un nouveau directeur général, c'est exact? Tout à fait. Nous, en 2022, notre directeur général en poste à ce moment-là a eu une offre d'améliorer sa carrière, ce qui était très respectable. On a, à ce moment-là, on a ouvert un poste. On a recruté comme directrice générale pendant 1 an Mme Mimo, une excellente collaboratrice qui était dans le milieu municipal, mais à Saint-Basile-de-Portneuf. Et au mois de septembre dernier, Mme Mimo, ça ne rencontrait pas tout à fait ses attentes. Et, entre-temps, on a eu la chance de recruter un ancien directeur général de la ville de la municipalité de Saint-Alban, en la présence de M. Vincent Lévesque d'Hostie, qui a été pendant 13 ans directeur général de Saint-Alban. Et nous, on avait un besoin de gestionnaire en termes de travaux publics. Puis M. D'Hostie m'a contacté, m'a dit « Mario, qu'est-ce que tu en penses? J'aurais le goût d'essayer ce nouveau défi-là. » Je dis « Écoute, on a besoin d'un bon gestionnaire. Tu sembles être un bon gestionnaire. » Donc, nous, ça a été oui tout de suite. Et aussitôt que M. D'Hostie a commencé à travailler avec Mme Mimo, cette dernière a commencé à penser qu'elle pouvait avoir du plaisir dans sa carrière, étant donné comme directrice générale, ça ne répondait pas tout à fait à ses attentes. Donc, on a très bien respecté ça. Et dans le marché actuel du milieu municipal, c'est très compliqué, dans le sens qu'il y a beaucoup de rotation de personnel au niveau des municipalités du secteur. Oui. Fait qu'au niveau du conseil municipal de la ville de Portneuf, je leur ai suggéré fortement de ne pas ouvrir le marché de recrutement. Au niveau on avait un candidat qui possédait tous les atouts pour tenir ce rôle-là. C'est une chance qui nous est apparue. J'ai dit, prenons-la. Fait que c'est ce qu'on a fait. Et depuis son entrée en poste, je te dirais que tous les conseillers, tous les membres de l'administration municipale sont très satisfaits de la façon dont ça se développe. Une chose que vous avez dite qui m'a mis la puce à l'oreille, M. Alain, quand vous dites les situations des municipalités au Québec, de trouver des directeurs généraux, c'est pas juste à Portneuf que c'est compliqué. Là. On entend des histoires un peu partout, en Mauricie, qu'il y a des gens des municipalités que ça fait plusieurs années qui sont à la recherche. Donc, c'est quand même bien que vous avez réussi à régler le problème rapidement. Tout à fait, parce qu'écoute, actuellement, dans notre région, je sais très bien qu'il y a des municipalités qui sont en recrutement, puis que l'enjeu de recrutement, c'est que ça ne tombe pas du ciel. Et les qualités et les connaissances requises pour être un directeur général,
c'est aussi une chose très particulière avec l'ensemble de la législation. Il faut avoir un minimum de base. Pour ça que je considère que nous sommes très, très, très chanceux. Puis je connais des municipalités qui ont déjà fait des tests, qui ont fait des essais, puis qui sont encore en recrutement, pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds. Là. Fait que... Monsieur Allan, on arrive à la fin de notre entrevue. Rapidement, je sais que vous êtes très impliqué au sein du comité santé Portneuf. Pouvez-vous rapidement nous dire comment ça va du côté du comité? Bien, écoute, Danick, avec les exécutions, ce que le ministère de la Santé versus le CIUS de la Capitale-Nationale ont investi à notre hôpital régional ici à Saint-Raymond, je te dirais qu'on était très heureux des résultats de nos démarches. Cependant, M. Dion, qui était le président du comité santé quand il était en poste à la mairie de Saint-Raymond, m'a confié sa succession. Et tous les projets étaient en place, étaient en exécution. On a laissé un petit peu aller les choses parce que ça répondait à nos attentes. Cependant, je t'annonce que la semaine prochaine, on relance le comité santé strictement pour que le CIUS et le ministère de la Santé ne nous oublient pas. Ouais. Parce que concrètement, quand on a lancé ce grand comité-là, on était comme les enfants pauvres de la région de la Capitale-Nationale. Mm-hmm. Et ça, je le dis en toute sincérité. Comme vous savez, j'ai siégé au conseil d'administration du CIUS de la Capitale-Nationale. C'est là que j'ai pu constater l'espèce de négligence qui était faite à l'égard des gens de Portneuf en termes de santé. Et la raison est bien simple, c'est que financièrement parlant, la région de Portneuf, nous étions très efficace. Tout notre personnel en santé dans la grande région de Portneuf, nos infirmières, tout notre monde était super efficace. Ce qui faisait en sorte qu'ils n'étaient pas portés à nous soutenir financièrement parce qu'ils sont bons, eux autres. Fait qu'on va plutôt les soutenir quand il y aura des manques de sous. Fait que, puis là, on relance le comité santé pour faire un bilan, puis voir s'il n'y a pas des choses qu'on oublie. Fait que, question, comme je dis, de rester présent auprès du ministère de la Santé. Alors, on va suivre ça avec attention. Monsieur Alain, merci d'avoir fait la route, d'être avec nous ce soir. Merci, pour parler de ces sujets. Ben oui, ça me fait plaisir. Merci. Au retour de la pause, on vous parle de la campagne de financement de la nouvelle bâtisse du SOS Accueil qui a excédé les attentes. Des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Restez des nôtres. Bonjour, ici Michel Beausoleil. Il me fait plaisir d'animer cet automne l'émission Revenir de loin, une entrevue de 30 minutes avec des gens qui se sont surpassés à travers différentes épreuves qui semblaient insurmontables. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui souhaiteraient témoigner de leur histoire. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez. N'hésitez pas, appelez-nous 88 337 49 25. À bientôt. Alors, on poursuit dans votre bulletin d'information avec le saumon atlantique. Oui, vous le savez, il a été bien présent dans la rivière Jacques-Cartier pendant des siècles. Avec le temps et avec la construction de barrages lors des derniers siècles, le saumon était de moins en moins présent. C'est pourquoi la Corporation du bassin versant de la Jacques-Cartier a mis beaucoup d'efforts pour permettre à ce poisson de s'épanouir à nouveau dans la rivière. La CBJC a d'ailleurs installé plusieurs panneaux d'interprétation dans les municipalités riveraines de la rivière Jacques-Cartier. Chacun des panneaux dispose d'une section générale qui se répète de panneau en panneau, ainsi qu'une section spécialisée, unique à chacun, comme vous le voyez avec la photo qui a été distribuée par la CBJC. Certains de ces panneaux sont aux abords de la vélopiste Portneuf-Jacques-Cartier. Cette photo a été prise à Shannon. De plus, la CBJC a également conçu 3 capsules vidéo portant sur la biologie du saumon atlantique, sur la fondation de la corporation, mais aussi sur les efforts de restauration de la population du saumon atlantique. Les vidéos se retrouvent sur le site web de la CBJC, sur leurs réseaux sociaux et ils sont également accessibles avec les codes QR placés sur les panneaux d'interprétation.
Finalement, afin d'augmenter la visibilité de ces actions, la CBJC va identifier clairement, à partir de maintenant, son camion-citerne qui est utilisé pour le transport des saumons sur le territoire de la rivière. Dans Portneuf, le Halo Entraide communautaire aide la population de plusieurs façons et aide également nos aînés. La Fondation du Cap Diamant, qui couvre la capitale nationale, la MRC de Portneuf et la côte de Beaupré, vient en aide financièrement aux organismes d'ici. Il se trouve qu'une campagne de financement a débuté aujourd'hui sur le site web de la Fondation du Cap Diamant. Il s'agit d'un encamp virtuel se tenant du jeudi 9 novembre, donc aujourd'hui, à midi et jusqu'au 14 novembre, lundi, à 20h. Pour l'occasion, 120 lots seront disponibles dans l'encan. Les prix passent par des séjours détente dans des centres de villégiature, des œuvres d'art, des objets techno et j'en passe. On entend d'ailleurs les propos de M. Jean-Louis Bazin, président de l'organisme, à propos de cet encan. Alors, on vous invite tout le monde à venir faire vos mises et participer en grand nombre à l'encan qui aura lieu du 9 novembre au 13 novembre prochain. Et c'est une belle façon de financer la Fondation pour assurer le bien-être de nos aînés. La Fondation du Cap Diamant a d'ailleurs transmis les statistiques de ce que les dons de 2022 ont permis d'accomplir. On parle de plusieurs choses. 228 transports pour rendez-vous médicaux, plus de 7000 heures pour l'aide à domicile, 55 familles dont les frais funéraires d'un proche ont été payés par la Fondation, 5000 $ pour des équipements et appareils orthopédiques, 5000 $ pour des grands ménages. Il y a également une autre, encore beaucoup d'autres actions qui ont été faites par cette fondation. Il est possible de participer à l'encan sur le site web de la Fondation du Cap Diamant. Grosse nouvelle concernant le nouveau bâtiment du SOS Accueil de Saint-Raymond. Comme les résultats de la campagne de financement ont finalement été dévoilés après 6 mois, celle-ci a excédé les attentes. Alors qu'au départ, on voulait 200 000 $ pour cette institution qui aide les Portneuvois du nord de Portneuf au niveau de l'alimentaire, du vestimentaire et j'en passe. Lors de l'annonce de ce mercredi, plusieurs partenaires importants ont été mentionnés. Voici un extrait qui dévoile justement les partenaires et à la fin, on voit le montant final pour cette campagne de financement. Mutuelle Assurance, 25 000 $. MRC de Portneuf, 75 000 $. Thierry Dion, 35 000 $. Club Lyon de Saint-Raymond, 25 000 $. Merci pour votre présence, les membres du Club Lyon. On vous reconnaîtra toujours. Caisse populaire Desjardins, Saint-Raymond, 25 000 $. Monsieur Jacqueline Voyer, le montant n'est pas là, mais c'est 25 000 $. La table de sécurité alimentaire, 25 000 $. Les Sœurs de la Charité de Québec, 22 000 $. Christian Giguère, 35 000 $. Construction Côté et Fils, dont la valeur de l'implication est immense. Oui. Allez dire le montant ensemble? On dit le montant ensemble? Pour le montant total de 300 000 $.
Et oui, plus de 360 000 $ ont été récoltés, ce qui dépasse de beaucoup l'objectif de 200 000. La présidente du SOS Accueil, Reine Caillé, a mentionné que depuis le début des travaux, l'absence du SOS Accueil s'est fait ressentir dans la population et que rapidement, les bénévoles se remettront à l'œuvre pour la conception des traditionnels paniers de Noël. Une question demeure, est-ce que les activités du SOS Accueil qui débuteraient le 9 décembre pourront se dérouler dans le nouveau bâtiment, notamment pour la conception des paniers de Noël? Eh bien, pour en connaître la réponse, je vous invite à écouter la prise de parole de Jean-René Côté lors de l'annonce d'hier à propos du projet. Bonjour tout le monde, bonjour les bénévoles. C'est un peu... j'étais pas au courant que je l'en avais, j'ai rien préparé, mais juste d'emblée, nous, la réponse, elle a été assez rapide à donner à la Ville, surtout avec l'implication des bénévoles qu'on voyait. Nous, on s'est dit, on ne peut pas ne pas embarquer dans ce projet-là, vu l'implication de tous les citoyens qu'il y a, tous les bénévoles, puis on pensait à vous quand on a donné notre réponse. Puis on est encore plus contents parce que tout le long du projet, même mes parents en ont entendu parler beaucoup par des bénévoles. On voit sur les réseaux sociaux, j'en parlais justement tantôt à quelqu'un. Je pense que c'est un de nos projets qui a le plus de likes, qui a le plus de suivi, il y a plus de commentaires sur les photos. Donc on est vraiment contents d'avoir contribué sur le projet. Puis dans le fond, la façon qu'on a faite, c'est juste qu'on gère le projet de façon gratuitement. Donc c'est un projet qui est au cost pour nous. Donc c'est une implication, on va le mentionner plus tard, là, mais c'est quand même une très grande implication. On l'avait fait avec le Camp Port-Neuf l'année passée, puis on avait adoré l'expérience. Il y a un dicton qui dit, je pense que c'est vous qui le dites, là, je pense qu'on dit plus qu'on donne, plus qu'on aime donner, ou plus qu'on adore ça. Mais je pense qu'on a adoré notre expérience, puis normalement, vous devriez avoir un très beau cadeau pour Noël. Alors, avec cette belle nouvelle, le nouveau bâtiment du SOS Accueil sera vraisemblablement opérationnel dans les débuts de 2024 et peut-être un peu avant. La Ville de Saint-Raymond a rendu hommage à Mme Raymonde Gingras, fondatrice du SOS Accueil, lors de sa soirée bénévole du 3 novembre dernier. Depuis 60 ans, Mme Gingras a généreusement donné de son temps à la communauté de Saint-Raymond. Cette dernière a aussi été honorée par le gouvernement du Québec mardi lors du prix Hommage Aîné. Ça s'est passé le 7 novembre. Pour parler de tout ça, je me suis entretenu avec elle et M. Claude Duplain, maire de Saint-Raymond, à la suite de la conférence sur le SOS Accueil. Voici cette entrevue. La Ville de Saint-Raymond, la semaine dernière, dans sa soirée hommage aux bénévoles, a remis un prix à Mme Gingras pour la bénévole de l'année. Monsieur Duplain, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi, justement, Saint-Raymond a jugé nécessaire de donner ce prix pour une première fois à Mme Gingras? En fait, l'année est née de l'année dernière. On a fait les hommages aux bénévoles. Et je savais d'ores et déjà, Raymonde, on parlait de Raymonde pour la candidature dans un prix régional. Et j'ai soumis l'idée au conseil que la Ville de Saint-Raymond devrait aussi avoir son bénévole de l'année, mais un bénévole spécial. Je veux dire, c'est que chaque groupe, à chaque année, amène son bénévole et on fête les bénévoles, mais on voulait aussi que tous les organismes nous soumettent un nom spécial, un bénévole spécial qui, à travers les années, je dis bien à travers les années, a accompli des choses spécifiques. Donc, le bénévole de l'année devra répondre à certains critères en année de service, en réalisation. Okay? La réalisation peut être supérieure aux années de service. Et nous, on voulait là, avoir notre bénévole. Et je pense que c'est important. Vous savez qu'au Québec, là, c'est 1 200 000 heures qui est donnée en bénévolat au Québec. Ce sont des centaines de milliers d'emplois. Et on a besoin des bénévoles. Il faut les reconnaître. Et Saint-Raymond a voulu faire une place particulière aux bénévoles et une place très particulière aux bénévoles de l'année.
Madame Gingras, vendredi, la Ville de Saint-Raymond vous a remis le prix bénévole de l'année. Et ça a été une semaine chargée parce que hier, mardi, du côté du séminaire de Québec, vous avez reçu un autre prix, le prix Hommage aîné par la ministre, justement. Ça, c'est remis à une personne par région du Québec, donc 17 régions. Qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir, justement, en une semaine, 2 prix très importants? C'est dur pour les émotions, M. Julien. C'est dur pour les émotions. Mais il faut savoir accepter. Hein. On s'est donné, mais il faut savoir accepter à un moment donné. C'est de repasser toute sa vie, autant pour la soirée des bénévoles de Saint-Raymond que hier après-midi. Il y avait un vidéo aussi sur les réalisations. Mais c'était très important. C'est la ville de Saint-Raymond qui m'avait présenté à ce concours-là. Et j'ai remporté la palme, comme on dit. On était 17 lauréates, et ça a été émouvant, très impressionnant aussi. Tu sais, au-delà de l'hommage et du remerciement, pour moi, ça va plus que ça. Ça va à montrer à nos gens à Saint-Raymond ce que certaines personnes ont réalisé et de donner le goût et de voir que ça vaut la peine de voir la réalisation que ce bénévolat a accompli. Qu'on parlait de SOS Accueil aujourd'hui, ce qui s'est fait pour SOS Accueil, c'est extraordinaire, mais c'est avec des gens comme Raymond qu'on va réussir à en impliquer d'autres et à leur donner le goût de faire du bénévolat aussi. Madame Gingras, vous avez reçu ces prix-là, mais avant toute chose, on ne fait pas ça pour ça. Hein? Vous faites ça pour aider justement la population. Oui, j'ai commencé très jeune, comme on l'a vu dans la vidéo tantôt. J'ai commencé au niveau de l'école et puis selon les besoins. Je prends le clin d'œil, par exemple, c'est une maison des jeunes qu'on aurait pu qualifier de nos temps. On était 10 ans à fonctionner là, avec un groupe de jeunes. Ensuite, moi, ce côté guide, il n'y avait pas du hockey comme on a maintenant, du soccer, du patinage artistique, de la danse. Il n'y avait rien quasiment pour eux. Alors là aussi, ça répondait à un besoin. Alors, on s'est en allé là-dedans. Après ça, on a continué. Étant directrice d'école pendant plusieurs années, je voyais que les besoins étaient très nombreux dans les familles. On voyait des enfants qui venaient à l'école peu habillés, qui avaient froid, pas de mitaine, pas de bottes d'hiver. Alors, c'est là que dans le temps, j'ai réuni les fermières, les filles d'Isabelle, les responsables pour partir le SOS Accueil. Alors, c'était un groupe de bénévoles déjà dans leur association. Et c'est là qu'on a monté le SOS Accueil avec la présence des Sœurs de la Charité de Québec. On a eu des sœurs pendant une 30aine d'années pour garder notre organisme vivant. Donc, vous avez la communauté de Saint-Raymond au cœur. Et puis, qu'est-ce que vous pourriez dire, avec toute votre expérience, Mme Gingras, aux personnes des générations plus jeunes pour, justement, les encourager à s'impliquer, justement, pour, justement, faire en sorte que la communauté ait de l'avant, comme vous l'avez fait à votre époque? Justement, vendredi dernier, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes dans la salle. Des jeunes que j'ai connus dans les mouvements scouts et guides ou ainsi de suite, qui sont venus me donner la main après. J'ai dit, vous êtes capables d'en faire autant, les gars, les filles. Vous êtes capables d'en faire autant. C'est une consolation de voir ces jeunes-là qui sont responsables beaucoup au niveau des sports. Puis je me dis, c'est réalisable par une personne qui a à cœur sa communauté et en répondant à des besoins particuliers. Moi, je me dis, tout le monde est capable de faire ça, mais entouré d'une bonne équipe. Il fallait chercher des bonnes personnes. On ne peut rien réaliser seul. Mais c'est toujours avec une bonne équipe qui ont le même objectif, les mêmes répondre aux mêmes besoins de la communauté. Ça va peut-être paraître paradoxal ou ésotérique, ce que je dois dire, là, puis Ramon pourra en répondre, mais à chaque fois que tu donnes, OK, la vie fait que tu en reçois encore plus que ce que tu as donné, que ce soit en aide, que ce soit en argent. Combien de fois et combien de monde, de gens avec qui je quête de l'argent, puis qui me disent qu'on donne et comment ça rentre, je sais pas, mais il t'arrive quelque chose, puis ça te revient tout le temps. On ne le fait pas pour ça, mais la vie fait que ça te revient d'une façon ou d'une autre. Raymond, ça fait 60 ans qu'elle donne. Avez-vous vu
la santé qu'elle peut avoir. C'est-tu la vie, c'est-tu génétique? Mais il y a quelque chose qui fait la vie a donné le pouvoir à Raymond de donner autant que ça. Puis je suis sûr que... Ah oui, je suis d'accord avec toi, 100%. Avec vous, monsieur le maire, excusez-moi. Je suis d'accord parce que la personne qui en retire le plus, c'est nous. C'est nous. Et comme on disait tantôt, la phrase qui m'a toujours marqué depuis que je suis jeune, là, de Tagore, le poète indien, là, je rêvais un jour que la vie était joie. Je me suis éveillée, j'ai vu que la vie était service, je servis et je vis que le service était la joie. Ça, c'est mon mot d'ordre. C'est une phrase très, très importante pour moi. Bien, je vous remercie tous les deux d'avoir pris le temps de nous parler. Évidemment, CJSR vous dit félicitations pour vos prix et merci pour l'aide que vous avez apportée là, à Saint-Raymond et à Portneuf également. Merci bien. Merci beaucoup. Merci, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Parlons maintenant culture. L'équipe du Moulin Marcoux de Pont-Rouge est désormais complète en ce qui concerne la programmation. En effet, depuis quelques mois, le poste de coordonnatrice à la programmation était à combler pour le Moulin Marcoux. Le choix de la nouvelle directrice générale, Émilie Caillé, s'est arrêté sur Mme Marjorie Smith. Selon ce qu'on peut lire dans le communiqué envoyé aux médias, Mme Smith a un amour inébranlable pour la musique. Elle est passionnée par la culture et souhaite s'engager dans la mission du Moulin Marcoux. La directrice générale, Émilie Vanasse, se dit certaine qu'elle et Mme Smith forment une équipe solide et déterminée à faire grandir la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge. La principale intéressée a découvert le Moulin Marcoux cet été pour aller voir l'artiste Joran. Elle a été charmée par les lieux. En effet, Marjorie Smith est tombée amoureuse de la salle de spectacle. Dans ses mots, entrer dans le Moulin Marcoux est comme entrer, ou plutôt mettre les pieds dans une véritable boîte à musique. En parlant de la programmation 2024, quelques artistes ont déjà été annoncés et c'est d'ailleurs le cas de Sarah Dufour qui avait fait la première partie des Cowboys fringants au Festival d'été de Québec cette année. Les billets se sont vendus très rapidement, on dit en moins de 48 heures pour le spectacle du 19 avril prochain au Moulin Marcoux. Le Moulin est d'ailleurs ouvert à recevoir les suggestions de son public pour compléter sa programmation 2024. Dans les spectacles à venir, ce 10 novembre, François Léveillé va performer devant les spectateurs et la semaine suivante, c'est Dan Bigra qui se donne en spectacle. Accès Travail Portneuf tient ce dimanche une activité afin de célébrer la semaine québécoise des rencontres interculturelles. L'activité gratuite aura lieu à la salle de quilles de Saint-Raymond entre 10h et midi. Elle s'adresse aux immigrants tout comme à la population de Portneuf. Selon l'organisme, la journée sera remplie de rires et de compétitions amicales. Aucune inscription n'est requise pour participer. Le tout est organisé en collaboration avec l'organisme immigrant Portneuf-Jacques-Cartier, ATP. L'école de musique Denis Arcand de Deschambault a tenu une activité très intéressante pour les musiciens afin de créer une hymne à Portneuf. En fait, il s'agissait d'un atelier d'écriture. L'activité a été filmée par Christian Fournier, vidéaste et directeur général de CJSR. Aubert était aussi sur place. Il nous a réalisé un reportage. Merci de votre présence. Bon, comme vous savez, mon nom, c'est Diane Audet. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler, savaient que j'avais déjà donné des ateliers d'écriture de groupe ici, mais du coaching individuel aussi. L'école de musique Denis Arcand de Deschambault offrait une classe de maître un peu particulière dimanche dernier, le 5 novembre. Un cours d'écriture de chansons comme il y en a d'autres, mais cette fois dans un but très précis, composer les paroles d'un hymne à la région de Portneuf, rien de moins. Bien, le projet L'hymne à la région de Portneuf, c'est un projet qui est né d'un projet qu'on a réalisé l'an passé qui s'appelait Bicolore, qui consistait à faire une capsule audiovisuelle d'un enregistrement, une composition d'un pianiste qui s'appelle Martin Lizotte. On a fait ça avec des professeurs et avec des élèves à l'école de musique. Donc, on voulait un peu recréer le même type de performance, mais avec une pièce peut-être plus simple à jouer afin d'inclure plus de gens, plus de personnes qui pourraient le faire à la guitare avec n'importe qui qui est capable de faire des accompagnements de base pourrait jouer la pièce sans trop de travail. Qu'est-ce que vous pensez qui est une bonne chanson?
L'idée est donc de faire écrire la pièce par les participants eux-mêmes, paroles et musique. La première étape était la composition musicale. Une classe de maths sur la composition musicale. On donnait aux élèves, aux participants des outils de base pour créer des compositions de base. Puis aujourd'hui, c'est les paroles, parce que les paroles, c'est une très grande partie d'une chanson. Suite à ça, il va y avoir une troisième étape, c'est-à-dire les participants vont faire leur chanson pendant 2 ou 3 semaines à la maison. OK. Puis il va y avoir un jury ensuite pour choisir quelle va être l'hymne. Oui, c'est ça exactement. Ça va être un jury composé de professeurs de l'école de musique, puis possiblement Diane, parce que Diane a de l'expertise en matière de parole. Et puis les professeurs, ça va être l'aspect musical. Donc, moi, je pense que j'en ferai pas partie. Je vais peut-être donner mon idée, là, mais l'idée, c'est d'impliquer un peu tout le monde aussi, le plus de professeurs possible. Tous ceux qui souhaitent y participer, là, si on a 10 jurys, tant mieux. Ça va nous aider à avoir de différentes idées. Le vidéaste Christian Fournier, qui est aussi le directeur de CJSR, a filmé le cours. C'est lui qui fera la capsule vidéo finale. L'objectif est de faire une capsule audiovisuelle qui va inclure une prestation musicale, la chanson. On va l'enregistrer en février. Tous les participants de Port-Neuf, c'est ouvert au grand public. N'importe qui peut jouer de la guitare peut venir jouer ici. Et puis, sur la capsule, il va y avoir aussi des moments comme aujourd'hui, la composition de paroles, peut-être des élèves qui vont donner un petit commentaire sur l'appréciation de la participation. Les chemins qu'on suit, ce sont les routes vers Port-Neuf qu'il a choisies. Mais est-ce que vous avez des grandes ambitions pour cet hymne-là? Ça va-tu devenir l'hymne à Port-Neuf officiel? C'est une bonne question. On est allé avec l'hymne à Port-Neuf un petit peu tout modestement, là. Si les gens se l'approprient, tant mieux, mais c'est d'abord et avant tout un projet pour faire vivre l'école, parce qu'on a une super belle école de musique. Mais les cours privés, c'est très plaisant, mais je pense que qu'est-ce qui fait vivre l'école, c'est les cours de groupe, les activités comme ça, ça donne du sens à tout ça, là. Dans Port-Neuf que j'ai choisi, ce sont les routes dans Port-Neuf qu'on a choisies. Aubert Tremblay pour CJSR. Parlons maintenant de Shannon. Une campagne électorale partielle a pris fin ce lundi 6 novembre. 2 postes de conseillers étaient à combler là-bas. Mme Francine Girard et M. Pierre Chamberlain ont été élus dans le cadre de cette élection. La mairesse de Shannon, Sarah Perrault, a félicité les candidats élus ainsi que tous les autres candidats qui ont pris part à l'élection. On note Patrick Deschamps, Régent Côté et Dominique Bowles. Le taux de participation était faible, on parle de 19 % seulement. Ce sont 256 citoyens qui ont exercé leur droit de vote. Les nouveaux élus seront assermentés le 10 novembre prochain. Les Tranquilles, mais pas sages. Oui, on parle d'eux parce que c'est aujourd'hui que les 3 Portneuvoises formant l'équipe Les Tranquilles, mais pas sages ont entré dans le désert du Maroc pour l'événement Trekking Gazelle 2023. L'équipe est composée de Clara Tejeda-Fortier, Marie-Pierre Cloutier et Connie McLennan. La photo que vous apercevez a été prise sur les réseaux sociaux de l'équipe Les Tranquilles, mais pas sages. C'est la première équipe 100% québécoise à participer à l'événement qui se déroule du 9 au 14 novembre prochain. Il est possible de suivre les aventures du groupe sur le site Internet du Trekking Gazelle ou encore sur la page Facebook de l'équipe. Ils vont parcourir plusieurs kilomètres. On parle entre 80 et 100 kilomètres dans le désert pour cette courte période de temps. C'est donc un défi pour les jeunes femmes qui font le défi sans équipement de navigation autre qu'une boussole et qu'une carte. Le défi a également des impacts humanitaires importants. Au retour de la pause, Charles Laviolette nous offre la seconde partie de son reportage sur la Fédération des télévisions communautaires. Bienvenue dans votre SAQ, Estelle. Je peux vous aider? Oui, je cherche un Italien que j'ai bu l'autre jour avec une étiquette rose. Ça va être juste ici, dans vos déjà vus. Ah, ben oui. C'est pas la SAQ de Simon. Vivez l'expérience d'une SAQ personnalisée seulement avec Inspire. Vous
avez le dos barré ou les oreilles qui sifflent et vous n'avez pas de médecin de famille, utilisez le guichet d'accès à la première ligne en appelant au 811 option 3. Il existe d'autres options que l'urgence. Rendez-vous en ligne pour en savoir plus. Charles était à la Fédération des télévisions communautaires autonomes qui se tenait du 27 au 29 octobre dernier. Voici la deuxième partie de son reportage qui aborde la question des futures technologies, en fait, des nouvelles technologies dans les médias. Voici son reportage. Le 25e congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes a été l'occasion de faire le point à propos de l'impact de la technologie sur les médias régionaux. Un des conférenciers, Marc Baer, a partagé son expérience de journaliste travailleur à distance et il a expliqué comment il entrevoit le développement des médias télévisés dans le futur, lui qui travaille pour des médias au Mexique, en Colombie-Britannique et au Québec. Je travaille pour 4 télévisions communautaires en Gaspésie, c'est Télé Soleil à Mont-Louis, TVCE, anciennement Télé Sourire à Petite-Vallée, Télé Gaspé à Gaspé et TVRP qui est anciennement TVCGR à Grande-Rivière. Je me considère un peu citoyen du monde, mais surtout nord-américain. C'est pas mal dans ces endroits que je véhicule, l'Est, l'Ouest et le Mexique pour l'instant. On est dans un moment de transition. Aujourd'hui, grâce aux technologies, on peut faire, bon, ce que je fais, c'est travailler à distance, mais aujourd'hui, il n'y a presque pas beaucoup d'exploits à faire ça parce que c'est fait depuis déjà beaucoup de temps. C'est peut-être moins présent pour faire du journalisme local, c'est vrai, mais on peut supporter en faisant du montage vidéo pour un journaliste sur place. C'est ce que je fais aussi beaucoup. Mais on dirait que demain, un peu si on parle plus du futur, il y a déjà des télés qui ont des animateurs virtuels, c'est-à-dire que c'est même pas un humain. Il y a des applications qui génèrent, c'est même pas de la 3D, ce sont des vrais personnages qui vont générer des mouvements et de lèvres et des mains qui donnent l'impression qu'ils sont en train de dire le texte que vous leur avez demandé de dire. Donc peut-être que le futur de ce que je fais déjà moi, c'est peut-être même plus quelqu'un qui travaille à distance, c'est du monde qui va générer des reportages générés par des applications comme ChatGPT. En effet, certaines télévisions comme Koweït News font déjà appel à des animateurs virtuels, mais Marc Baer ne croit pas qu'on doive rejeter du revers de la main ce genre de technologie. C'est très questionnant tout ça, vers quoi on se dirige, mais tout ça devient de plus en plus utilisé par les médias pour ceux, surtout des médias qui ont peu de temps. Et les télécommunautaires sont un cas avec peu de ressources humaines, devoir générer 4 à 6 heures minimum de programmation par semaine, avec peu d'employés, peu de ressources. Alors ils se retrouvent à se tourner vers ces technologies. Il va falloir changer de paradigme et comment est-ce qu'on fait visiter, comment on fait de la télévision et comment on fait Le studio va sûrement disparaître pour moi. C'est déjà le cas, là, les studios des télés réactifs. À Petite-Vallée, on déménage et notre studio est coupé en deux parce qu'on n'a pas besoin de tant de surface. Demain, je verrais ça comme une autre coche au-dessus, ça serait le côté un peu plus virtuel, mais la donnée est toujours apportée par l'humain sur place et c'est ça qui est important. Mirko Da Silva, directeur de Télé Gaspé et de Télé RP, explique que le recours au travail à distance permet de combler un manque dans les télévisions communautaires. C'est sûr que quand moi je dis que mon chef de pupitre est basé au Mexique, ça crée une réaction automatiquement. Mais ça se fait, c'est possible. Mais c'est pas la solution numéro 1 qui est préconisée par la TVRP ou Télé Gaspé. Il faut bien souligner que c'est lorsqu'on se retrouve dans une situation où la main-d'œuvre n'est pas disponible. Est-ce que c'est possible de travailler avec les gens qui ont les compétences mais qui viennent de l'extérieur? D'après moi, c'est quelque chose qui est possible, qui est tout à fait réalisable. On est dans un domaine qui va vite. Ça change vite et on dirait que plus le temps passe, plus ça change vite. C'est peut-être ça la réalité des technologies. Il faut qu'on soit attentif à ce qui se fait, suivre ce qui existe et ce qui va arriver pour tirer notre épingle du jeu. Ça dépend de quelle technologie on parle aussi parce qu'il en existe plein, puis il y en a des nouvelles qui s'en viennent. Alors chacune est à analyser. Alors il y en a une télé qui, je vous disais tout à l'heure, commence à mettre des animateurs virtuels parce qu'ils n'ont pas d'animateurs, de bénévoles disponibles en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit comme ça tout le temps, mais ils se sont trouvés un moyen de se dépanner de cette façon-là. André Harvey et Véronique Marino de Cogency se sont exprimés devant la Fédération pour montrer comment la technologie, même si elle a causé la fermeture de plusieurs médias, peut être utilisée pour améliorer les façons de travailler.
La convergence permet d'imaginer des formats, d'imaginer des relations avec l'auditoire qui n'étaient pas possibles auparavant. Donc on est toujours dans cette ambivalence qui y a toujours deux faces. C'est là-dedans qu'on vit aujourd'hui. Je veux dire, on parle de la génération de l'intelligence artificielle générative. En journalisme, c'est une vraie question. Il y a de plus en plus de posts aujourd'hui que vous trouvez sur les médias sociaux qui sont générés par de l'intelligence artificielle. Il n'y a personne qui a écrit ça. Mais par contre, ça inonde. Donc, votre place là-dedans, elle est où? Puis jusqu'à quel point ça peut devenir un outil que vous pouvez utiliser? Tout à l'heure, on entendait hier aussi de toute la problématique de recrutement. Est-ce que d'utiliser l'intelligence artificielle peut être une réponse, pas au remplacement, mais à faire que vous arriviez à apporter des réponses intéressantes? Vous publiez beaucoup de vidéos, mais il n'y a rien de plus muet qu'une vidéo pour une machine. Et un fichier vidéo, ça ne dit rien. C'est un poids avec un nom et une extension. Il n'a aucune idée de ce qu'il y a dedans. Autant un article, il peut le screener, puis faire de l'interprétation de texte. Dans la vidéo, non. Je sais qu'aujourd'hui, ça a été beaucoup questionné, surtout après la période de pandémie, où il fallait trier le grain de livret un peu, de dire ben, ça c'est la bonne information, ça c'est pas la bonne information. Pour répondre à la question de à quoi peut ressembler l'information de demain, le fait de centraliser, de donner l'exclusivité de la vérité ou de la nouvelle à un média ou deux, ben pour moi c'est quelque chose qui me dérangerait dans l'avenir. Donc je le verrais plus comme diversifié, possibilité d'être très local ou très large, mais d'avoir un large panel d'intervenants, de journalistes. Comme il en a été question un peu plus tôt dans l'émission, la Ville de Saint-Raymond a tenu ce vendredi 3 novembre sa soirée annuelle des bénévoles. Comme à chaque édition, l'événement vise à reconnaître l'implication de nombreux Raymondois qui œuvrent bénévolement au sein d'organismes. On vous fait entendre un extrait justement de la remise des prix pour certains de ces bénévoles. Pour le SOS Accueil, Mme Suzy Moisan. Pour la Société du patrimoine de Saint-Raymond, M. Martial Moisan. Pour le Club Lion de Saint-Raymond, Mme Christiane Lajeunesse. Alors, félicitations à Mme Huguette Paquette-No et Marie-Paul Moisan du Cercle des Fermières, Mme Caroline Audet des Filles d'Isabelle, M. Denis Gingras pour la Maison des Jeunes de Saint-Raymond, Mme Suzy Moisan, SOS Accueil, M. Martial Moisan, la Société du patrimoine de Saint-Raymond, Mme Christiane Lajeunesse du Club des Lions de Saint-Raymond, M. Jean-Claude Paquette des Chevaliers de Colomb du Conseil 2985 Saint-Raymond, M. Tony Piché, Club de soccer de Saint-Raymond et finalement Yvon Marcotte du club FADOC Chantejoie de Saint-Raymond. Alors, on poursuit dans votre bulletin d'information avec la Corporation des fleurons du Québec qui a procédé au 18e dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées en 2023. Bon, il faut parler justement de ça parce que du côté de Saint-Raymond-de-Portneuf, dans un autre défi pour le meilleur bilan d'amélioration dans ces aménagements horticoles pour l'année 2023 lors de l'événement Fête des fleurs qui se tenait le 21 octobre dernier à Saint-Marc-des-Carrières. La Fête des fleurs est l'événement qui conclut la belle saison de la Route des fleurs, concours annuel organisé par la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, la CHEP. Le prix a été remis par M. Roland Hamel, président de la CHEP, à M. Fernand Lirette, qui est conseiller horticole, qui est conseiller municipal et responsable du dossier emplissement à la ville de Saint-Raymond. Parmi les 18 localités de la MRC de Portneuf qui ont été visitées au début du mois d'août, c'est Saint-Raymond qui a eu le meilleur bilan d'amélioration pour ses aménagements horticoles. Poursuivons maintenant. Au retour de la pause, on vous parle des affaires policières. Restez des nôtres.
Bonjour, ici Michel Beausoleil. Il me fait plaisir d'animer cet automne l'émission Revenir de loin, une entrevue de 30 minutes avec des gens qui se sont surpassés à travers différentes épreuves qui semblaient insurmontables. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui souhaiteraient témoigner de leur histoire. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez. N'hésitez pas, appelez-nous 88 337 49 25. À bientôt. Dans les affaires policières, les policiers du centre de service des MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier ont procédé le 27 octobre dernier à une forte opération en matière de trafic de stupéfiants et de contrebande de tabac dans le cadre du programme Accès Cannabis. Les policiers ont également procédé à l'arrestation d'une femme en lien avec cette opération. Cette dernière est âgée de 59 ans et serait la principale suspecte du dossier. Elle a été libérée en attente de la suite des procédures. La perquisition réalisée au domicile de Saint-Marc-des-Carrières a permis, entre autres, la saisie de plus de 1000 grammes de cannabis en vrac, plus de 24 grammes de hashish, plus de 35 grammes de ce que l'on appelle les champignons magiques, environ 775 comprimés de méthamphétamine, environ 400 cigarettes de contrebande, plus de 2000 $ en devises canadiennes, une arme blanche, une arme à plomb, un répulsif à ours, des balances et des listes de potentiels clients ont également été perquisitionnées. La femme arrêtée s'expose à diverses accusations liées au trafic et à la possession pour vente de stupéfiants et de tabac de contrebande, ainsi qu'à l'entreposage négligent d'une arme à feu et à la possession non autorisée d'armes prohibées ou à autorisation restreinte. Poursuivons dans les affaires policières. Les policiers du centre de service au MRC de Pont-Rouge ont procédé à l'arrestation de 8 individus, 4 hommes et 4 femmes, pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue entre le 26 octobre et le 3 novembre dernier. Les arrestations se sont déroulées dans les municipalités de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Beauport, Pont-Rouge, Donnacona et Neuville. Les policiers du centre de service de la MRC de Pont-Rouge ont également organisé et participé à cette opération Impact. Lors des 2 dernières semaines, les opérations en sécurité routière visaient à sensibiliser les conducteurs à l'utilisation du cellulaire au volant, les excès de vitesse, le non-respect du port de la ceinture ou la conduite avec capacité affaiblie par l'alcool ou la drogue. Une 50aine de constats d'infraction ont été donnés. La majorité, c'était pour des excès de vitesse. On note la contribution de près d'une 20aine de policiers de l'organisation lors de ces interventions. Et finalement, le 31 octobre dernier, la vigilance des patrouilleurs de la MRC de Portneuf, alors qu'ils effectuaient une opération en sécurité routière dans le secteur de Portneuf, a permis à procéder à l'arrestation de 2 personnes recherchées pour des vols effectués dans des commerces dépanneurs des MRC de Portneuf et des Chenaux. Les suspects, un homme de 21 ans de Saint-Alban et une femme de 32 ans de Cap-Santé, s'exposent à des accusations de vol, de possession de cartes de crédit volées, d'entrave au travail des policiers, de possession de méthamphétamine et j'en passe. Alors, on poursuit dans votre bulletin d'information pour justement vous rappeler que la Ligue d'improvisation organisée par CJSR en collaboration avec le cinéma Alouette de Saint-Raymond va entrer en finale ce lundi. En fait, la population est invitée lundi prochain pour assister à la finale du match des Mauves et des Jaunes. Les images que vous voyez présentement sont les images de la demi-finale qui a eu lieu un peu plus tôt cette semaine. Évidemment, là, ces matchs sont gratuits et rediffusés par la suite sur les ondes de CJSR. Le bingo CJSR poursuit sa lancée ce dimanche à 18h sur nos ondes. Les cartes sont disponibles chez nos dépositaires habituels. Pour en nommer quelques-uns, il y a le dépanneur Yves à Pont-Rouge, la station-service Ultramar à Saint-Marc et l'alimentation du Plein à Saint-Raymond. C'est donc ce qui complète le bulletin d'information en ce mois de novembre. Merci à Tony, Philippe, Luc, Carole, Laubert et Charles pour leur collaboration. Mon nom est Danick Julien. On se laisse avec des images du spectacle présenté aux bénévoles lors de la soirée bénévole de Saint-Raymond. Le cas moins rapide.
pas délicat, rapide. Ça donne une idée de ton style. Est-ce que ma main peut sortir des gènes? Honnêtement, là, monsieur, en fait, moi, je suis genre mon pouce, là. Je sais que ça sort pas. Hein? Tu vas mettre le sac vers le haut, tu lui donnes un coin, ou la couture, où ça fasse beau, l'ouverture vers le haut. Ouais. Une seule main ou la couture, 4 doigts à l'intérieur, le pouce à l'extérieur. On tient fermement. Centrez-vous puis centrez le sac. Centrez-vous et centrez le sac. Dites oui tout le temps. Vous êtes intelligent? Oui. Parfait. Quelle partie de votre billet de banque est unique au Canada? Ça veut dire que parmi les milliards de 5 $, c'est le seul